Bonjour à tous, bienvenue dans le 7-9, très bon début de journée. Le journal C tout de suite, en voici les principales informations avec à la une Marrakech qui accueille ce 9e forum pour le développement de l'Afrique. 800 personnalités dont des chefs d'État et de gouvernement y participent. Le souverain a adressé un message aux participants, un message dans lequel il appelle à la fédération des énergies pour une Afrique unie, stable et prospère. Dans l'actualité également, cet événement d'exception consacré au Maroc contemporain en plein cœur de Paris. Ça se passe à l'Institut du monde arabe. L'exposition sera inaugurée aujourd'hui même par le président français François Hollande. C'est la première fois en France qu'une grande manifestation de ce genre est consacrée à notre pays. On en parle dans quelques instants avec Moustapha Tossa. Il sera en direct justement depuis Paris. Et puis enfin, les affrontements intercommunautaires se poursuivent à Gherdaïa en Algérie. Hier, 2 personnes ont été tuées, plusieurs policiers blessés. Auparavant, des centaines de policiers algériens avaient manifesté en solidarité avec leurs collègues déployés pour assurer la sécurité dans la wilaya. Et donc pour commencer ce journal, on prend tout d'abord la direction de la ville de Marrakech. Marrakech qui accueille donc ce 9e forum pour le développement de l'Afrique. Près de 800 personnalités, dont des chefs d'État et de gouvernement, y participent. Ils seront dans la ville ocre jusqu'au 16 octobre pour débattre du développement d'une Afrique plus indépendante. Plus de détails dans ce reportage signé Faiz Shafek avec Issam Al-Habari et Amina Ben Khalaq. Les pays africains mobilisés à Marrakech, un événement, car c'est la première fois que le Forum pour le développement de l'Afrique est organisé en dehors d'Addis Abeba, là où siège la Commission économique pour l'Afrique. Pour la Commission, le choix de la ville ocre est symbolique. Ce choix signifie beaucoup de choses. L'expérience marocaine est riche. Le royaume est un modèle en matière de financement du développement, des investissements dans les infrastructures, mais aussi dans la gestion de secteurs comme la santé et l'éducation. L'Afrique peut beaucoup apprendre de cette expérience. Au programme, des journées entières de débats et de conférences jusqu'au 16 octobre. Marrakech accueille 800 invités de marque, chefs d'État, ministres et entrepreneurs venus de toute l'Afrique. Une Afrique qui se cherche encore. Le continent veut trouver les moyens de profiter pleinement de ses ressources. L'Afrique doit compter sur son potentiel. C'est un continent riche avec d'importantes ressources financières et un capital humain énorme. Si ces ressources sont gérées correctement, l'Afrique pourra financer son développement et atteindre une indépendance financière. Les projecteurs sont braqués sur ce forum pour le développement de l'Afrique car cette 9e édition place la barre encore plus haut. Elle s'intéresse au financement novateur pour transformer le continent. Par ailleurs, je vous le disais en titre, le souverain a adressé un message aux participants à cette 9e session du Forum pour le développement de l'Afrique. Message dont lecture a été donnée par le chef du gouvernement, Abdelila Ben Kiren. Dans sa déclaration, le roi Mohamed VI a notamment appelé à la fédération des énergies pour gagner le pari d'une Afrique unie, stable et prospère. On revient justement sur l'essentiel de ce message royal avec Manal Ardali. Un message d'espoir et de renouveau adressé aux pays de l'Afrique et à la communauté internationale. Le roi Mohamed VI a salué la Commission économique des Nations Unies pour ses efforts déployés en faveur du développement du continent. Un continent qui s'est inscrit dans une nouvelle dynamique pour assurer son émergence. Une Afrique fière de son identité, moderne, audacieuse et entreprenante, le souverain appelle à concrétiser ses aspirations à travers une approche objective de la problématique du développement. Cette problématique est imputable à une dépendance économique enracinée, à la faiblesse des soutiens et des sources de financement ainsi qu'à l'absence d'un modèle de développement durable. Ce sont les mots du roi Mohamed VI qui appelle à mettre en œuvre de nouvelles approches partenariales et à développer une coopération sud-sud novatrice. Objectif, promouvoir la paix et la stabilité, favoriser le développement humain pour tous les Africains, respecter la souveraineté des États et préserver l'identité culturelle des populations.
L'Afrique devrait investir dans des plateformes viables et compétitives pour favoriser l'expression de vocations régionales. Ainsi, le roi Mohamed VI a rappelé l'attachement du royaume aux organisations régionales africaines. L'Afrique est en train d'émerger comme un nouveau pôle mondial de croissance selon le souverain, vu ses richesses et ses potentialités. Appuyé par le fonds Africa 50, l'ambitieux projet Casablanca Finance City lancé en 2010 va favoriser une intégration financière de l'Afrique dans la finance internationale. Les échanges commerciaux de notre continent avec le reste du monde ont augmenté de 200% depuis l'an 2000. Dans l'actualité nationale également, le souverain a reçu hier au Palais Royal à Rabat le président de la République du Sénégal, Macky Sall. Macky Sall qui a fait une escale à Rabat avant de se rendre à Marrakech pour ce 9e forum. Au cours de cette audience, les deux chefs d'État se sont félicités de l'excellence des relations entre le Maroc et le Sénégal. Rabat et Dakar sont ainsi déterminés à poursuivre leurs consultations bilatérales au service des intérêts des deux peuples frères. C'est ce qu'a déclaré le président sénégalais. À cette occasion, le président Macky Sall a également invité le roi Mohamed VI à se rendre en visite au Sénégal. Et retour à Marrakech à présent, où la princesse Lalla Salma, présidente de la fondation Lalla Salma pour la prévention et le traitement des cancers, a inauguré hier la maison de vie. Elle était accompagnée de Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, et de Bernadette Chirac, présidente de la Fondation des Hôpitaux de Paris. La maison de vie est un établissement destiné à héberger les patients de conditions modestes du centre d'oncologie qui relève du CHU Mohamed VI. L'établissement aura coûté près de 14 millions de dirhams. Et l'autre grand titre de l'actualité de ce mardi, c'est donc cet événement d'exception consacré à la culture marocaine et qui va avoir lieu à l'Institut du monde arabe à Paris. L'exposition s'intitule Le Maroc contemporain et sera inaugurée aujourd'hui même par le président français, François Hollande. C'est la première fois en France qu'une grande manifestation de ce genre est consacrée à notre pays. Le public va découvrir jusqu'au début de l'année 2015 toutes les facettes du bouillonnement artistique du Maroc d'aujourd'hui, des concerts de musique pour tous les goûts, le meilleur du cinéma marocain, des spectacles de danse, des conférences, des débats et surtout cette grande exposition événement sur 2500 mètres carrés. Et pour plus de précisions sur cette grande exposition justement consacrée au Maroc en plein cœur de la capitale française, eh bien, nous avons en ligne depuis Paris Mustapha Tossa. Bonjour Mustapha, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Naïma. Alors aujourd'hui sera lancée cette grande manifestation culturelle qui va mettre le Maroc à l'honneur. Événement, on l'a dit, piloté par l'Institut du monde arabe. En parlant de cette manifestation, le président de l'IMA, Jack Lang, avait parlé d'un événement d'exception pour un pays d'exception, Mustapha. Oui, effectivement, Naïma, les superlatifs ne manquent pas pour décrire cette manifestation culturelle exceptionnelle, inédite. Et tous les critiques prédisent qu'elle va dépasser en termes d'intensité et de qualité l'année du Maroc qui s'est tenue à Paris justement au siècle dernier. Alors, cette manifestation sera composée de deux axes. Le premier axe, c'est le Maroc contemporain à l'Institut du monde arabe. Cette manifestation sera inaugurée par la princesse Lalla Mariam en présence du président François Hollande. Il y aura la participation de 80 artistes marocains, l'art contemporain marocain à l'honneur. Et le deuxième axe, c'est une manifestation exceptionnelle et inédite, effectivement. C'est le Maroc médiéval du 11e au 15e siècle au musée du Louvre, quelque chose d'assez exceptionnel. Et il sera aussi inauguré par la princesse Lalla Mariam et la ministre de la Culture, Fleur Pellerin. Donc, le Maroc à l'honneur va être vraiment exposé aux yeux de tout le monde, pour la simple raison que Paris est une ville qui est visitée par 60 millions de touristes par an, et donc il y aura une belle exposition de la culture et du foisonnement culturel marocain au bord de la Seine parisienne. Oui. Mustapha, est-ce que cette manifestation va se limiter aux arts plastiques et surtout quelle plus-value la culture marocaine va-t-elle tirer de cette exposition ?
Non, il ne va pas se limiter aux arts plastiques. Il y aura des activités annexes qui vont renseigner sur la dynamique culturelle actuelle marocaine, notamment la musique, le cinéma, les idées. Il y aura beaucoup de conférences, beaucoup de colloques qui vont traiter d'un certain nombre de problématiques qu'affronte aujourd'hui le Maroc. Donc il y aura vraiment le Maroc dans toutes ses facettes culturelles présent sur la scène culturelle parisienne. Alors quelle plus-value? La plus-value, c'est que c'est la première fois vraiment de mémoire de chroniqueur de ces affaires parisiennes que on voit un pays mis à l'honneur de cette manière-là. Et donc il y aura forcément une belle exhibition de la culture marocaine, une belle exhibition du label Maroc qui va être revu, corrigé et consommé par un certain nombre de Parisiens, de Français et de touristes qui viennent par le monde. Donc c'est une occasion d'exposer vraiment la culture marocaine dans sa variété. Et hier, dans un dîner à l'Institut du monde arabe, Jacques Lang avait insisté sur le fait que cette manifestation a reçu le soutien personnel et moral déterminant de Sa Majesté le roi Mohamed VI. C'est dire l'implication du Maroc dans cet événement. D'accord. Cet événement, justement, Mustapha, il intervient dans un contexte de relations quelque peu difficiles entre Rabat et Paris. Mustapha, le culturel peut-il influencer le diplomatique ? Oui, effectivement, il y a en ce moment une relation assez difficile entre le Maroc et la France. La coopération judiciaire est toujours suspendue pour les raisons qu'on sait, mais la présence de François Hollande dans ces événements n'est pas un acte anodin. Il y a un message politique à faire passer, selon lequel, il y a des difficultés passagères, mais l'essentiel de la relation stratégique entre la France et le Maroc demeure, d'où l'implication, malgré les tensions de Sa Majesté le Roi et de l'ensemble du gouvernement du Maroc pour faire réussir cette manifestation, et la présence de Lalla Mariam le témoigne, et d'où aussi la présence de François Hollande et des grandes personnalités du gouvernement français pour soutenir cette manifestation. Donc forcément, le culturel va forcément rendre encore plus souple le diplomatique et aider à encourager un rapprochement encore plus fort entre Paris et Rabat pour dépasser les mauvaises ententes entre les deux capitales. Mustapha Tossa en direct de Paris pour Média TV. Merci beaucoup pour ces informations. On va continuer avec l'actualité en Algérie et ces affrontements intercommunautaires qui se poursuivent à Ghardaya. 2 personnes, je vous le disais, ont été tuées, plusieurs policiers blessés. Des groupes de jeunes ont commencé à se lancer des pierres, des cocktails Molotov et des pneus enflammés avant que la situation ne se dégrade. Toujours dans cette localité de Berrien, à quelques kilomètres de Ghardaya. Je vous le disais, donc 2 jeunes ont été tués, une dizaine d'agents de la police blessés. Auparavant, des centaines de policiers algériens avaient manifesté dans cette même ville en solidarité avec leurs collègues déployés à Berrien, qui a connu une escalade de violence durant tout le week-end. Le Rassemblement pour la culture et la démocratie, le RCD, un parti d'opposition, a vite réagi à ces informations en déplorant la dégradation extrême de la situation sécuritaire dans cette wilaya. La formation politique a considéré tout refus d'assurer la protection des biens et des personnes comme une violation flagrante de la Constitution et surtout une non-assistance à personne en danger. Et puis toujours en Algérie, on apprend qu'un avion des forces aériennes algériennes s'est écrasé hier lors d'un exercice d'entraînement. Bilan 2 morts, les 2 membres de l'équipage. L'annonce est du ministère algérien de la Défense nationale. On va continuer avec cette réunion de haut niveau à Rabat pour le renforcement de la coopération entre le Maroc et la Mauritanie. Le ministre de l'Intérieur, Mohamed Hassad, et son homologue mauritanien ont présidé hier à Rabat une réunion de haut niveau consacrée à l'examen de plusieurs questions d'intérêt commun et au renforcement de la coordination et la coopération entre les 2 pays dans plusieurs domaines. Pour Mohamed Hassad, cette rencontre donne un nouvel élan à la coopération dans les domaines de la compétence des ministères de l'Intérieur des 2 pays. Il a appelé à ce que les affaires sécuritaires soient soumises à une coordination très étroite entre le Maroc et la Mauritanie. Dans le dossier de la lutte contre Daesh, le gratin militaire des pays de la coalition internationale menée par les États-Unis contre le groupe État islamique se retrouve aujourd'hui à Washington à l'heure des doutes sur la stratégie contre les djihadistes qui gagnent du terrain en Syrie et en Irak, car pour l'instant sur le terrain, les ultra-radicaux engrangent les succès. Pour la première fois hier, ils ont pris position dans le centre de la ville kurde
côte syrienne de Kobané, à la frontière turque. À cette occasion, Washington et Ankara, alliés au sein de l'OTAN, se sont une nouvelle fois indirectement accrochés sur la stratégie militaire contre l'État islamique. Et on va terminer ce journal avec un mot de sport. On va revenir ce matin sur cette très belle victoire du pilote marocain Mehdi Bennani. Mehdi Bennani qui, on le rappelle, a remporté la course 2 du meeting de Shanghai. C'était dimanche. C'est la première victoire du pilote marocain en WTCC, l'ancien pilote de BMW, très ému après la course. Vous allez le voir, il a remporté donc cette course au volant de sa Honda Civic. Mehdi Bennani qui nous dit toute sa joie et sa motivation. Regardez. J'espère que ce n'est qu'un début. Le chemin est encore long devant moi. Je suis très ému. Quand j'ai gagné la course, j'étais comme dans un rêve. Je représente une écurie privée plus petite que les autres qui connaissent la participation de champions internationaux. Les laisser tous derrière moi m'a rendu très heureux. Ce qui compte pour moi, c'est qu'il faut se mobiliser, qu'on soit tous unis, parce que j'ai montré que je pouvais affronter les grands et les vaincre. Et maintenant, nous devons être soudés pour qu'on puisse avoir plus de moyens comme les autres pilotes et les affronter avec les mêmes moyens, les mêmes entraînements. Et je pense qu'on pourra décrocher un prix international. Je peux devenir champion du monde. Et c'est la fin de ce journal. On fait le point à présent sur l'actualité chez nos voisins espagnols. Avec Marie Bolinches en direct de Madrid. Bonjour Marie. Bonjour Maïma. On va commencer Marie ce passage en revue de l'actualité espagnole avec d'abord bien évidemment des nouvelles de ce premier cas de contagion au virus Ebola en Europe. Eh oui, et pour l'aide soignante espagnole, les prochaines 24 heures, Maïma, vont être décisives. C'est ce qu'affirme la direction de l'hôpital où elle est actuellement soignée. Selon les experts, Teresa Romero aurait dépassé les 2 semaines d'infection, qui sont en fait les plus critiques. On sait que son état de santé s'est stabilisé, que le virus a presque disparu de son corps, mais elle reste dans un état grave après avoir empiré en fin de semaine dernière. Elle avait même dû être intubée et le virus aurait gravement endommagé ses poumons après 2 insuffisances respiratoires. Son foie aurait aussi de graves séquelles du virus. Le directeur de l'hôpital a tout de même affirmé hier que l'équipe qui soigne Teresa se montrait de plus en plus optimiste. Par ailleurs, aucune des 15 personnes de l'entourage de l'aide-soignante placée en quarantaine n'a pour l'instant présenté les symptômes du virus. Et si aucun cas ne se révèle d'ici le 27 octobre, Naïma, cela signifie que l'Espagne sera peut-être débarrassée d'Ebola. Cette date correspond en fait aux 21 jours qui suivent l'hospitalisation de Teresa. 21 jours, c'est la durée maximale d'incubation du virus. Mais à l'hôpital Carlos III, où il est actuellement pris en charge, le malaise est de plus en plus grand. Les médecins, infirmières et aides-soignantes sont de plus en plus nombreux à refuser de soigner les patients suspectés d'avoir contracté le virus, à tel point que l'hôpital doit même recruter des intérimaires pour les remplacer. Beaucoup mettent en cause aujourd'hui le non-respect des protocoles mis en place par l'OMS et le manque de matériel adéquat, et notamment les combinaisons, ces fameuses combinaisons dont je vous parlais la semaine dernière, Naïma. Pour les syndicats, ces failles seraient en fait le résultat des coupes budgétaires mises en place par le gouvernement madrilène. D'accord. Marie, on va poursuivre avec toute autre chose. On va poursuivre avec les déboires de Zinedine Zidane. Et oui, le moins qu'on puisse dire, Naïma, c'est que ses débuts en tant qu'entraîneur sont loin d'être aussi brillants que ceux qu'il avait fait en tant que joueur. D'abord parce qu'en 7 matchs, Zinedine Zidane totalise 5 défaites. Ensuite, parce que l'ancien champion du monde 98 risque 3 mois de suspension par la Fédération espagnole de football. L'affaire remonte au mois d'août dernier. Le directeur d'une école privée d'entraîneurs avait déposé une plainte contre lui. Il l'accuse en fait de ne pas avoir validé tous les modules de sa formation d'entraîneur et de se servir de son adjoint comme prête-nom. En effet, sur les feuilles de match officielles, c'est bien Santiago Sanchez qui est inscrit comme étant l'entraîneur principal du Real Madrid Castilla.
Pour entraîner cette réserve du Real Madrid, Zidane devrait en fait posséder le niveau 3 du diplôme, mais pour l'instant, il n'est titulaire que du niveau 2. Il lui manque encore 365 heures de formation. Cela signifie qu'il faudra attendre le mois de mars ou le mois d'avril pour qu'il puisse légalement entraîner son équipe. En Espagne, la polémique grandit. D'un côté, les entraîneurs espagnols, parmi lesquels Vicente Del Bosque, le sélectionneur de la Roja, jugent que Zidane ne doit pas bénéficier de traitement de faveur. De l'autre, des sportifs de légende comme Johan Cruyff, ancien joueur puis entraîneur du Barça, le soutiennent. La fédération, elle, a nommé un juge pour instruire l'affaire. Au bout d'un mois et demi d'enquête, il vient de rendre son avis. Ce sera donc, Naïma, 3 mois de suspension pour Zidane. Le Real a 1 semaine pour présenter les preuves contraires et se défendre. Merci Marie Bolinches pour ces informations. Marie, vous étiez en direct de Madrid pour Média TV. On vous dit à très bientôt. La revue de presse, elle est signée Taoufiq Nasseri. C'est tout de suite. Restez avec nous.